Vous êtes sur Africa 24. Merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons un invité qui nous vient du Sénégal, statisticien de formation et ancien ministre. Il est l'auteur du livre intitulé Le grand tournant du XXe siècle, un regard africain sur le siècle des ruptures, paru dans la collection Demain l'Afrique. Monsieur Landing Savané est notre invité. Cher invité, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Votre livre est intitulé Le grand tournant du XXe siècle. Alors, de quel tournant parlez-vous? Le tournant, parce que le XXe siècle est pour moi un siècle de rupture avec tous les siècles antérieurs. C'est-à-dire, dans l'histoire de l'humanité, en tant que telle, nous entrons avec le XXe siècle dans une nouvelle humanité, sous tout rapport. Sur le plan de la démographie de la planète, sur le plan des rapports de l'homme avec son milieu, sur le plan des rapports de l'homme avec la science et la technique, sur le plan des rapports de l'homme avec son avenir, les visions changent radicalement. C'est en cela que l'on peut parler d'un grand tournant. Alors, vous parlez d'un grand tournant. Dites-nous, quels sont les éléments qui ont précipité l'humanité vers cette rupture-là? Même du point de vue de l'évolution démographique de l'humanité, oui, il y a un bond sans précédent, qui est unique d'ailleurs au XXe siècle, que l'on ne retrouvera même pas à l'avenir, puisque la population mondiale passe en un siècle de 1,6 milliard d'individus à 6,1 milliards d'individus. Mais cette explosion démographique, est-ce un atout aujourd'hui pour l'humanité? Bon, pour l'humanité, disons, on ne peut pas parler d'atout pour l'humanité globalement, parce que l'explosion démographique, entre guillemets, est spécifique surtout aujourd'hui à l'Afrique, il faut bien le dire. Parce qu'ailleurs dans le monde, la population est contrôlée. En Occident, en Asie, des pays comme la Chine ou l'Inde, en Amérique latine aussi, sauf peut-être au Brésil ou dans certains pays, ça continue. Mais c'est en Afrique où la population continue de croître à un rythme important. Et dans quelques décennies, d'après les prévisions et les projections qui sont faites, en 2050, cette population mondiale devrait dépasser les 9 milliards d'habitants. C'est important. Donc vous avez dit quelque part dans le livre que le XXe siècle nous a révélé beaucoup de secrets. Et vous vous avez posé la question de savoir, est-ce que le XXe siècle nous a-t-il révélé tous ces secrets? Je pose la question en réalité en répondant à la question. Oui. Le XXe siècle n'a pas révélé tous les secrets. Il en a révélé beaucoup. Oui. Il y a eu beaucoup de progrès. Il y a beaucoup d'instruments nouveaux qui sont à la disposition des hommes. Internet, qui est aujourd'hui évidemment l'outil le plus populaire de ce XXe siècle et l'outil le plus répandu de ce XXe siècle, Internet lui-même n'a pas révélé tous ses secrets. Mais en jetant ce regard prospectif sur le monde, vous n'êtes pas resté seulement dans l'optimisme. Il y a beaucoup de pessimisme que vous révélez aussi. À la page 292, vous dites exactement ceci: l'avenir humain continue, pas plus exaltante que jamais, mais aussi plus incertaine que par le passé. À la page 292. C'est exact. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? C'est exact, parce que, disons, avant le XXe siècle, quelles que soient les guerres, quels que soient les conflits qui pouvaient se produire entre pays, entre nations, entre individus, on ne craignait pas parce qu'on ne détenait pas des moyens de destruction de l'ampleur et de l'importance de ce qu'on détient aujourd'hui. Aujourd'hui, non seulement les moyens ont cette ampleur-là, mais les acteurs sont plus nombreux oui, et sont plus difficiles à maîtriser. Le terrorisme introduit aujourd'hui une donnée qui n'existait pas en tant que tel. Alors, dans la réorganisation du monde, vous parlez du cas africain, parce que vous estimez que l'Afrique a beaucoup à gagner, mais vous estimez qu'il y a beaucoup de choses à réformer, en commençant par l'Union africaine, en généralisant avec les Nations Unies. Alors, quel est le rôle et la place que doit prendre l'Afrique dans ce combat? Alors, l'Afrique est le grand espoir et en même temps la grande inconnue de ce siècle. Mais l'espoir réside dans quoi? L'espoir réside dans le fait qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a une population qui est en expansion, une population jeune oui, qui montre son potentiel et tout le monde se rend compte de son potentiel. C'est la démographie de l'Afrique. La démographie de l'Afrique est un atout oui, quelque part dans le monde moderne. Mais ça fait longtemps que les dirigeants clament que la jeunesse, il faut s'en occuper, l'emploi des jeunes. Mais apparemment, le temps passe, mais le phénomène perdure. Le temps passe, les avancées ne sont pas décisives. Oui. Mais attention, parfois, l'histoire s'accélère. C'est vrai que les Africains doivent prendre leurs responsabilités, mais les institutions qui gouvernent le monde aussi ont des progrès à faire, non? Parlons d'abord de l'Union africaine. Est-ce que cette union-là joue profondément son rôle? Elle ne joue pas correctement son rôle de mon point de vue. Mais que devrait-elle faire l'Union africaine devrait d'abord
quand il y a des problèmes, réagir clairement. Aujourd'hui, en Afrique, pour parler du problème du terrorisme, il est scandaleux de constater que quand il y a un problème au Mali, il faut attendre que la France intervienne pour que les Africains eux-mêmes... Mais les réactions de l'Union africaine sont souvent diplomatiques. Mais justement... Mais est-ce que l'Union africaine peut faire mieux? Il faut qu'elle fasse mieux. Si elle ne fait pas mieux... Faisant, par exemple? Non, je dis en réagissant rapidement. Parce que regardez ce qui s'est passé au Nigeria. Au Nigeria, avec Boko Haram, finalement, ce sont les pays voisins qui ont pris leurs responsabilités pour intervenir au Nigeria. Je crois que ça, c'est un bon exemple de ce qu'il faut faire. Il faut que l'Union africaine ne soit pas un prétexte pour que chacun soit là à attendre que les choses se passent, mais il faut que chaque État, chaque Africain se sente responsable. Et c'est à ce moment que l'Union africaine sera obligée de bouger beaucoup plus rapidement. Mais on va prendre un cas précis par rapport au rôle de l'Union africaine. Au moment où il fallait bombarder pour chasser Kadhafi, on a souvent déploré le fait que l'Union africaine n'ait pas pris ses responsabilités, n'ait pas pris le devant des choses. Mais est-ce qu'en réalité, l'Union africaine pouvait quelque chose? L'Union africaine, certainement à ce moment-là, n'était pas prête. Elle n'est pas encore prête aujourd'hui, pour être honnête. Mais il faut qu'elle prenne ses responsabilités. Et si elle ne les prend pas, il faut que des États africains prennent leurs responsabilités. Encore une fois, on ne nous sauvera pas malgré nous. Il y a le journal The Economist disait en 2000 que, parlant de l'Afrique, the hopeless continent, c'est-à-dire un continent dont la situation était désespérée. 10 ans plus tard, en 2011, le même économiste titrait Africa the hopeful continent, un continent rempli d'espoir. Je crois que c'est un indice du potentiel qu'il y a. Mais l'Union africaine, telle que ça fonctionne aujourd'hui... Mais l'Union africaine n'est pas à la hauteur. Oui. Elle n'est pas prête pour répondre aujourd'hui à nos espoirs. C'est cela la réalité. Mais que faut-il faire? Il faut que des États... Il faut réformer radicalement l'Union africaine. Pour qu'elle ait un pouvoir coercitif sur les États? Coercitif, en tout cas, je n'appellerai pas ça un pouvoir coercitif parce que tout dépend du domaine. Tout dépend du domaine. Oui. Hein? Ce n'est pas dans tous les domaines qu'on a besoin d'un pouvoir coercitif. Mais dans aucun domaine aujourd'hui, on ne voit l'Afrique. C'est ça la difficulté. Et je crois que dans la question de la lutte contre le terrorisme, l'Union africaine doit pouvoir aujourd'hui agir fermement et rapidement à certains moments. Mais là, on parle de l'Union africaine. Parlons des Nations Unies où l'Afrique n'a même pas une place. C'est un scandale, évidemment. Tout le monde est d'accord sur le fait que c'est un scandale. Mais personne ne fait rien. Mais personne ne fait rien. Mais pourquoi, justement? Donc, ça, vous les connaissez les... sont trop faibles? C'est évident. Ils sont faibles, ils sont en compétition les uns avec les autres et on n'avance pas. À cette allure, ça risque de durer longtemps. C'est un problème. Ça peut durer longtemps, ça peut changer vite. Tout dépend du niveau de conscience des présidents, des chefs d'État, d'un certain nombre d'États africains qui jouent un rôle clé sur le continent aujourd'hui. Si vous regardez en Afrique de l'Ouest, un pays comme le Nigeria est un acteur majeur en Afrique. Si vous regardez en Afrique australe, l'Afrique du Sud, si vous regardez en Afrique de l'Est, le Kenya, ce sont des acteurs majeurs. Ils ont tous leurs problèmes, évidemment. Mais ces problèmes ne les empêchent pas de jouer leur rôle au niveau continental et au niveau international. Mais pourquoi n'arrivent-ils pas à parler du même droit? Parce que je pense que jusqu'ici, les gens ont sous-estimé la place de l'Afrique dans le monde. Et donc, ils n'ont pas compris qu'ils devaient prendre leurs responsabilités. Mais les Africains aussi ne se vendent pas cher. Hein? Ah, ils ne se vendent pas cher, mais c'est compréhensible. Mais ils ne se vendront cher que lorsqu'ils prendront conscience de ce qu'ils sont et feront ce qu'ils doivent faire. Mais les Africains aujourd'hui sont gagnés vraiment par le pessimisme. Et on voit d'abord le nombre de navires qui débarquent sur les côtes européennes et les gens qui sont refoulés. C'est pour cela qu'il faut se battre contre le pessimisme. On n'a pas... Oui, mais se battre contre le pessimisme, c'est un discours aussi vieux que le monde. Vrai, mais il faut poser des actes. Oui. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Non, écoutez. On n'a peut-être pas la solution, mais des approches de solutions. Je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas un magicien. Mais je dis encore, j'appelle des pays africains majeurs. Vous avez parlé du Nigeria qui est affaibli par Boko Haram, qui n'arrive pas à aller à bout. Il n'est pas affaibli par Boko Haram. Bien que soit le problème de Boko Haram est là. Cela ne les a pas empêchés d'organiser des élections. Oui, ces élections n'ont pas été contestées. Elles ont permis d'élire un président. L'armée est là, même si... Mais les populations périssent toujours. Les populations périssent, mais cela ne doit pas empêcher le Nigeria de jouer son rôle en Afrique. Parce que si personne ne joue ce rôle-là, mais l'Afrique va continuer de s'enliser. Vous êtes optimiste que les Africains parleront d'une même voix aujourd'hui? Je veux parler des dirigeants surtout. Je pense que certains dirigeants doivent prendre leurs responsabilités et exercer vraiment un rôle majeur dans les affaires africaines. Sinon, l'Union africaine ne le fera pas, les petits États non plus. Un pays comme le Tchad est en train de montrer qu'on peut, en tant que pays, faire des choses.
Ça ne veut pas dire que la situation est parfaite au Tchad, mais je salue l'action du président Déby. Et j'appelle quelques chefs d'État de pays de cette dimension-là à montrer la voie. Mais qu'est-ce qui empêche les autres de faire pareil? Écoutez, je ne peux pas dire que telle ou telle chose les empêche. Je pense qu'il y a d'abord une absence de volonté politique, parce qu'au départ, c'est cela. Nous allons clore cette émission par une question bien précise et qui nous dira s'il faut espérer ou pas. Beaucoup s'amusent aujourd'hui à dire que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Est-ce votre point de vue par rapport à la situation actuelle des choses? Si les choses restent telles qu'elles sont aujourd'hui, est-ce que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir? Non, si les choses restent telles qu'elles sont, aucun continent n'est un continent d'avenir, pour vous dire la vérité. Il faut que ça bouge. Et comme ça doit bouger, c'est d'abord l'Afrique. C'est l'Afrique plus que toute autre région du monde qui doit bouger. Et c'est possible. Parce que l'Afrique a des réserves que personne n'a, parce que l'Afrique a une population qui se développe d'une manière sans égale par rapport à d'autres régions du monde. Monsieur Landing Savané, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le grand tournant du XXe siècle, un regard africain sur le siècle des ruptures. Landing Savané, merci beaucoup. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes statisticien de formation, ancien ministre, et c'est vous qui avez mis sur le marché cet ouvrage que je conseille vivement à nos téléspectateurs. C'était un plaisir de vous avoir. Je vous remercie, cher ami, et bonne continuation à Africa 24. Nous sommes contents d'avoir une chaîne panafricaine et elle devrait pouvoir jouer ce rôle de relais justement. Que nous essayons de jouer aussi, vous essayez de jouer et nous vous encourageons à le faire. Merci beaucoup Landing Savané. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.